sur l'Arménie qui se rapproche de l'Europe, selon Emmanuel Macron. Donc, vous voyez la séquence. Alors, c'était hier soir, oui. Thomas Bonnet. Oui, il a chanté La Bohème, bien sûr, depuis l'Arménie, avec un grain de voix qu'on ne lui connaissait pas. Moi, je l'avais jamais entendu chanter, le président. C'est la première fois qu'il chante ? Ouais. Je l'avais jamais entendu, c'est vrai. Bon. Ouais, il se fait des vacances. Que dites-vous ? On chante en vacances. Bon, l'Arménie. Et l'Arménie, évidemment, les Arméniens. Alors, il y a beaucoup d'Arméniens qui nous écoutent et on les salue. Les Arméniens, c'est une communauté très importante en France qui est arrivée au moment du génocide, au début du siècle. Et puis, on en est à la 3e ou 4e génération aujourd'hui. Écoutez Emmanuel Macron, La Bohème, en hommage, évidemment, à Charles Aznavour. Charles Aznavourian. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la mort. Et rien ne les Bon, en fait, depuis son adolescence, il n'est à l'aise que sur scène. Voilà, c'est le continuum. Il est très bon sur scène. Il n'aurait jamais dû quitter la scène. C'est une séquence qui est plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous voulez ? On va pas. Si on avait que ça. Non, vous, Henri Guénaud. Mais si on avait que ça à reprocher à Emmanuel Macron, il n'y aurait pas de souci. Non, en fait, ce qui vous gêne, c'est à l'aune du bilan de voir cette scène. Non, c'est à l'aune de l'idée que je me fais de la fonction présidentielle, de la représentation de mon pays par un président de la République qui est en visite officielle à l'étranger. Voilà, c'est totalement opposé à l'idée que je peux m'en faire. C'est totalement opposé à ce que les institutions ont voulu faire de la présidence de la République. Voilà, c'est tout. C'est mieux que YMCA avec Donald Trump, peut-être. Parce que c'est le président Chateaubriand qui est au clavier, qui est au piano. Mais je m'en Et fiche. c'est le Premier ministre Pachinian qui est à la batterie. Et alors ? D'ailleurs, je pense que le président français aurait mieux fait d'être au piano plutôt que de pousser la. Oui, non, mais ça c'est pour faire un bon mot. Mais oui. Voilà, mais je me fiche de savoir comment les autres gèrent leur pouvoir, leur image et la représentation de leur pays. On n'est pas au café-concert, enfin. Voilà. Attendez, La croisière s'amuse. Non, mais au même moment. C'est un voyage qui ne sert à rien. Pardon-moi, je suis fini. C'est un voyage. Le bilan est plutôt sympathique, la façon dont il apporte son soutien à l'Arménie. Sauf que c'est cosmétique, ça sert à rien. C'est en réalité la seule chose à retenir, c'est que ça va énerver les Russes. De quoi, qui chante ? Non, ce voyage de 30 Alors écoutez-le justement ce qu'il dit sur l'Arménie, parce qu'il a parlé. Le bilan stratégique, c'est nul. Non mais ça c'est intéressant ce que dit Vincent Herouet, et c'est pour ça qu'il est là le matin pour décrypter, parce que Macron précisément a parlé de l'Arménie et du rapport avec la Russie. Écoutez. On s'était habitué à ce que l'Arménie soit en quelque sorte un satellite de la Russie. Et donc l'Arménie a fait le choix, en effet, en quelque sorte de la majorité géopolitique, de sortir de cette entrave et de se tourner vers l'Europe. Donc ça c'est intéressant. Oui, mais il n'y a eu aucun soutien de l'Europe dans l'affaire du Haut-Karabakh il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on a regardé. C'est vrai que les Russes n'ont pas soutenu leur allié. C'est vrai que les Russes. D'ailleurs, comme au Mali. Joseph Massescaron veut parler depuis un quart d'heure. Comme il veut parler depuis un quart d'heure, et vous lui. Non, je disais juste. Voilà, dans mon petit couloir de notation, je rame. Bon. Au même moment. Non, mais c'est un sujet qui. Au même moment, il y a un nettoyage ethnique, historique, sans précédent qui se fait dans le Haut-Karabakh, qui est le noyau central de l'Arménie, premier royaume chrétien. 2000 ans. 2000 ans. C'est un scandale absolu. Tout le monde ici, pratiquement, sauf ici on en parle, mais tout le monde s'en moque complètement. Vous avez le président de la République, vous dites, il va dire un mot peut-être
sur cette catastrophe, Non, il change. sur ces 120 000 personnes déplacées, sur ces dirigeants arméniens du Haut-Karabakh qui sont en otage dans les geôles azerbaïdjanaises? Eh bien non, rien. Charlotte Dornelas. Ah non, mais c'est vrai, c'est plus facile de parler de la Russie qui, en effet, n'a pas soutenu l'Arménie. Mais l'Europe, pendant ce temps-là, a acheté son gaz à l'Azerbaïdjan pour éviter de l'acheter à la Russie. Donc bon. Bon, écoutez ce qu'a dit également Emmanuel Macron sur l'Europe et l'Europe moment de vérité, et ça aussi ça fera réagir, j'imagine, Henri Guénaud, parce que certains disent ça marche mal parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, et d'autres disent ça marche mal parce que évidemment il y a trop d'Europe. On est au cœur de problématiques de la classiques. chute de l'URSS, quoi. Je pense que l'Europe est un moment de vérité qui suppose plus d'unité et plus d'ambition. Cette réunion était importante. Pour moi, on doit encore accélérer et aller plus loin. On a besoin d'une Europe forte qui réduise ses dépendances excessives, qui bâtisse ses solutions de paix et de sécurité pour elle-même et qui agit comme un continent vraiment uni par une communauté de destin. Henri Guénaud. D'abord, une première remarque sur l'Arménie, quand même, je ne peux pas m'en empêcher. S'il y a un devoir civilisationnel pour l'Europe et pour la France en particulier, c'est bien la défense partout des chrétiens d'Orient qui sont menacés, attaqués, violés. Enfin, bon, et l'Arménie est un exemple extraordinaire. Et l'Arménie, c'est très intéressant, l'histoire du Haut-Karabakh, parce que le droit international, celui des frontières intangibles tracées par Staline, il est du côté des Azéris. Bon, donc on en a profité pour rester très éloignés de cette affaire. Ils ne sont pas là depuis 2000 ans, ils sont là les Arméniens dans cette région, ils sont là depuis 3000 ans. Oui. Bon, voilà, et on n'a rien fait. Maintenant, on va là-bas, ça m'exaspère aussi, pardon, pour ne pas dire que ça me scandalise. Quand on va en Arménie, compte tenu de ce qu'est l'enjeu à la fois sentimental, émotionnel, géopolitique et civilisationnel, on n'y va pas pour imiter Charles Aznavour, qu'on n'est pas capable d'imiter, quoi. Voilà, mais on pouvait s'engager. Je vous rappelle que sur le Haut-Karabakh, les garanties, elles avaient été données par les États-Unis, la France et la Russie. Où étaient les États-Unis et où était la France? Voilà, c'est... Bon, je ferme cette parenthèse et je reviens à l'Europe. Trop d'Europe, pas assez d'Europe. Alors le coup du pas assez d'Europe, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on nous le fait. Chaque fois que ça va mal, on nous dit « Oui, mais c'est parce qu'il n'y en a pas assez ». Et puis plus on en fait, et moins ça va. Donc il y a un moment où il faut peut-être remettre ça sur la table, à plat, et puis se dire que peut-être l'Europe telle qu'elle est peut-être aller trop loin, et on voit bien ce qui se dessine. L'OTAN disparaît, on va faire une armée européenne, une défense européenne intégrée. Mais ça, c'est l'assurance que nous ne pourrons plus jamais défendre notre survie, nous ne pourrons plus jamais défendre notre position dans le monde, nous ne pourrons plus jamais avoir une politique qui nous soit propre. Et bien justement, c'est parce que la campagne 2027 arrive et que tous ces choix seront donnés. Donc votre tribune, quand la politique n'arrive plus à susciter l'adhésion, écrivez-vous, parce qu'elle ne trouve plus les idées et les mots qui parlent au cœur et aux intelligences. À droite comme à gauche ou au centre, beaucoup ne voient plus de planche de salut pour ce qu'ils considèrent comme leur camp, que dans l'union autour d'une candidature unique. Gare à celui qui n'y souscrit pas. Additionner les électorats sur le papier a l'air si simple et si logique, sauf que cela n'est pas. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça répond à une situation particulière. C'est-à-dire que vous avez une extrême gauche très forte, vous avez Jordan Bardella ou Marine Le Pen très haut, et si vous n'avez pas une candidature du bloc central avec une droite unie, vous ne serez pas au deuxième tour, Monsieur Guénaud. C'est extraordinaire. Ça va faire 10 ans que ce qu'on appelle la droite vilipende le bloc central, et d'ailleurs à juste titre, compte tenu de la gestion catastrophique des affaires du pays pendant toutes les années de présidence macronienne. Et maintenant on me dit... on va faire un candidat unique entre eux et nous, c'est-à-dire un candidat qui va incarner quoi? Qui va incarner le ralliement au macronisme? Qui va incarner la défection d'une partie de... Qui va aussi, on sait ce qu'il va incarner, c'est-à-dire l'Union européenne très présente. Voilà, vous comprendrez pourquoi ça n'a aucun sens. Sauf ça a un sens de gagner. De gagner les élections, d'empêcher le Rassemblement National ou LFI de gagner. Donc on n'est plus que dans la politique de l'empêchement. Bah oui. Voilà, c'est ce qu'on a fait en 2022, la politique de l'empêchement. Mais c'est la phrase de Raymond Aron. Piégés,
piégés, et ils ont bien senti qu'ils étaient piégés, ont voté au second tour pour quelqu'un dont ils ne voulaient pas. C'est pas qu'ils étaient en désaccord, c'est qu'ils n'en voulaient absolument Mais alors c'est quoi? Oui, mais c'est quoi votre solution? Voilà. Et ça présage des lendemains terribles pour la Mais démocratie. c'est quoi votre solution? Parce Et la que solution est toujours la même. La politique, au fond, c'est assez simple. Et la présidentielle en particulier, elle a été créée pour être une forme, autant que possible, d'antidote au régime des partis. Donc il faut se tenir à ce principe. La politique, ce sont des hommes et des femmes qui vont à la rencontre de leurs électeurs, à la rencontre du peuple, et qui arrivent précisément à créer une espérance où ils n'y arrivent pas, ils perdent, et c'est normal, ou bien ils arrivent à créer une espérance, à lever une majorité autour de cette espérance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de majorité sur rien. Vous n'arrivez pas à avoir un seul sujet sur lequel vous avez une majorité Vous me en dites qu'ils sont France. tous nuls, et alors il faut qu'ils se... Non mais Henri Guénaud, ça va faire une politique. Henri Guénaud, vous avez en France, il n'y a pas un sujet, ce qui n'était pas vrai il y a 50 ans, sur lequel vous allez trouver une majorité. Mais toujours. Non, dites pas toujours. C'est Il y a toujours. des sujets quand même. La politique, c'est la gestion des contradictions. Mais des contradictions pas à ce point. Et des contradictions personnelles. Pas à ce point. Voilà. Mais si, à ce point. À ce point, en 1957, personne ne voulait du retour du général de Gaulle au pouvoir. Personne. Et tous les groupes étaient dans leur coin, tous les camps étaient dans leur coin, etc. Et puis, les événements ont fait que, finalement, on a trouvé quelqu'un, on est allé chercher quelqu'un qui pouvait transcender toutes ces contradictions. Voilà, c'est extraordinaire quant à l'union. L'union de la droite, pourquoi Mais l'union, regardez l'union depuis de la le début droite. de la Ve République, l'union n'explique aucun succès et la désunion n'explique aucun des échecs. Mais on continue à m'expliquer qu'on peut additionner, soustraire les électorats, c'est fantastique. Je reviens à Sarkozy, 18% pour Bayrou, plus de 30% pour Sarkozy, il gagne quand même. Voilà, Jospin, il perd pas en 2002 parce que il est à cause de Taubira, à cause de Chevènement, à cause de la désunion. Il perd à cause de lui-même. Il perd après 5 ans de gouvernement où il a perdu plus de 8 points au premier tour entre la précédente élection présidentielle et 2002. Il perd sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il incarne. Voilà, c'est fantastique. Balladur n'empêche pas Chirac d'être élu non plus. C'est ce que vous écrivez. Vous dites en 80, ce n'est pas Chirac qui fait perdre Giscard, mais ce que ce dernier incarne après un septennat. En 88, ce n'est pas Barre qui fait perdre Chirac, mais la manière dont la droite gouverne depuis 2 ans. En 95, Balladur n'empêche pas Chirac de gagner. En 2002, Bayrou, Madelin, Boutin ne l'empêchent pas non plus, etc. etc. Bon, mais j'entends bien, mais... Non, regardez Mitterrand. Il est 2 fois candidat unique de la gauche. Il est en 65, voilà. Et il est en 74. Il perd. Bon, le jour où il n'est pas candidat unique de la gauche, il gagne. Je ne dis pas que ça vous donne une clé définitive de les élections. À gauche, d'accord, mais l'union des droites, c'est quoi? Il y a des passerelles d'idées. Des passerelles, pourquoi pas de gouvernement. Moi, j'observe d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui étaient avec le RPR jadis, à l'UMP ensuite, et puis comme Éric Ciotti. Voilà, là, vous avez le résultat de l'UMP, parti unique, pensée unique, etc. Voilà. Le résultat, c'est qu'on a perdu vers le macronisme, c'est-à-dire vers la droite orléaniste, ce qu'on appelle la droite orléaniste, et puis vers le RN. Mais il y a des passerelles d'idées. Les dernières élections présidentielles, 4,7%. Il y a des passerelles entre tous ces gens, et on a l'impression parfois qu'on est à droite dans la posture entre Bruno Retailleau et Sarah Knafo. Je vois des idées communes. Oui. Et sur le plan économique et sur le plan sociétal. Donc ce que vous proposez, c'est juste une candidature unique entre Reconquête et LR. Je dis que les gens qui pensent pareil doivent combattre sous la même bannière, ce qui est plutôt logique. Mais là, le problème n'est pas celui-là, c'est pas de savoir si on va réunir Reconquête et LR. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont en Reconquête, c'est des gens qui votaient Fillon en 2017. Donc très bien, ça va pas faire un second tour. C'est l'union qui fait la force, c'est ça. Mais pas toujours, non. L'union sur rien, l'union sur soi-disant quelques valeurs communes, non. Et le problème est là. L'union des droites, c'est quoi? C'est l'union avec l'UDR, le RN et Reconquête de LR, ou bien c'est l'union de LR avec Horizon, avec c'est l'union des gens qui pensent Modem, pareil. etc. C'est l'union des gens qui pensent pareil. Les LR, effectivement, il y a entre Xavier Bertrand et Bruno Retailleau, ils sont LR, mais ils pensent beaucoup. Mais ils pensent pas pareil. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Ils pensent absolument pas pareil. Alors qu'entre Reconquête et Bruno Retailleau, il y a plus de passerelles. Donc les gens qui pensent pareil doivent se mettre ensemble. Oui, mais ça, c'est pas la candidature unique des droites, c'est pas l'union des droites. Voilà. C'est pas la candidature, c'est un petit sous-ensemble qui va s'unir. Très bien. Ça vous assure pas un passage au second tour. Hein.
Bah alors c'est quoi Voilà, votre solution? Alors, c'est quoi regardez votre ce que solution? ça veut dire C'est quoi sociologiquement. votre solution pour la droite Ne serait-ce que, il y a deux, parce qu'il y a deux dimensions à la politique. Il y a l'idéologie et puis il y a la sociologie. Voilà. Mais regardez ce qu'est la sociologie aujourd'hui de LR et de Reconquête et vous voyez que ça fait, si vous mettez que ça ensemble, ça fait un ghetto sociologique. Voilà. Bon, c'est quoi votre solution pour la droite française? Qu'est-ce qu'elle doit Il n'y a faire? pas de solution. Moi, je n'ai pas de solution pour la droite française et je n'en cherche pas parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je ne sais pas. Il y a des droites qui se combattent, qui se déchirent depuis toujours parce qu'en réalité, elles sont d'accord sur rien. Moi, René Raymond classait le gaullisme dans la droite bonapartiste, en disant le bonapartisme à droite. Bon, c'est un peu osé pour moi de mettre droite là-dessus, mais très bien. Ben, moi, ce que je suis est incompatible avec ce que pense l'aile droite du bloc central, mais totalement incompatible. Totalement incompatible. Voilà, ne me dites pas c'est la droite, le centre droit, je m'en fiche, c'est incompatible. Voilà. Alors, On n'a pas la même conception de l'État, on n'a pas la même conception de la nation. Quel est aujourd'hui dans le paysage politique celui qui incarne le mieux vos idées et sur le fond et sur la forme? Aucun pour l'instant. Ah oui, mais c'est... Mais non, mais c'est un fait, voilà. Ah oui, mais bon, on est bien avancé. Et bien donc à la fin, Alors allez-y vous-même. pourquoi pas? Mais vous incarnez un courant. Oui, mais pourquoi pas? Mais vous vous définissez comment alors? Moi, je suis bonapartiste, gaulliste, colbertiste et un tantinet jacobin, mais au sens de Debré, pas au sens de Robespierre. Voilà. Donc colbertiste et étatiste? Bah, ça, c'est votre traduction. Non, je vous pose la question. colbertiste, ça veut dire que l'État a un rôle à jouer en économie. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir à quel point maintenant on bascule. Parce que c'est quoi la réindustrialisation? Sinon un pas vers le colbertisme. Bon, vous voyez bien que tout ce qui était interdit par l'idéologie dominante redevient en grande partie autorisé parce que le monde change, la nation retrouve sa place parce que le monde se fracture, l'État retrouve sa place en économie. Alors, regardez ce que fait Trump, regardez ce qui a été fait pendant la crise de 2008, regardez même l'évolution timide, beaucoup trop timide de l'Union européenne sur ces sujets. Voilà, c'est fini le retour de la politique dans l'économie, il est inscrit dans l'espace politique libéral, dans l'avenir proche. L'espace politique du libéral conservatiste, c'est ce que vous venez de dire, n'est que dans l'électorat de l'UDR, dans celui de Reconquête, dans une partie de ce qui reste de l'électorat LR et une petite partie de l'électorat macroniste venu de LR, ce qui rend bien difficile d'imaginer qu'après une primaire, Reconquête fasse campagne pour Édouard Philippe et que ses électeurs votent pour lui au premier tour, ni que Renaissance ou le Modem fasse campagne pour Bruno Retailleau et que la plupart de leurs électeurs se rallient à lui ou à Éric Zemmour, ni que l'UDR abandonne le RN pour se rallier au candidat LR. Bon, c'est le morcellement qu'on vient d'exprimer là. Non, il faut refaire de la politique, voilà. Il n'y a rien de pire pour la démocratie, rien de pire que le vote toujours par défaut. Voilà, parce que les gens se sentent piégés. C'est la phrase de Raymond Aron, le détestable et le préférable. C'est ça, c'est ce qu'il disait, Raymond Aron. Raymond Aron disait la politique, c'est le détestable et le préférable. Oui, mais ça, c'était le rapport qu'avait Raymond Aron avec la politique. Si on aboutit toujours au vote par défaut, oui, alors à un moment donné, on va déboucher sur toute autre chose. Hein. C'est le vote sur l'homme providentiel qui aura un visage sympathique ou un visage terrible. Voilà. On va sortir de la démocratie. Ça ne va pas se trouver dans les urnes. Si les urnes donnent toujours du vote par défaut... Regardez la 4ème République, hein, on ostracise le RPF et les communistes et le bloc central règne jusqu'à ce que ça craque de partout et qu'on finisse par appeler De Gaulle. On a eu de la chance, c'était De Gaulle.